Eh bien, c'est messieurs, dames, bonjour, c'est Cad, j'espère que vous vous portez pour le mieux, malgré cette flotte, ce froid, et l'hiver en général, qui est, qu'on se le dise, hein, en tout cas, pour ma part, la période la plus insupportable de l'année. Faut dire des fois que l'automne, surtout quand c'est un été indien, est agréable, mais parfois l'hiver, surtout quand on est dans la partie nord de la France métropolitaine, c'est mon cas, en fait, traîne jusqu'à avril, mai, c'est long, il n'y a presque pas de printemps en réalité dans ce pays. Donc bah là, c'est toujours pareil, quoi. J'ai l'impression de vivre que la moitié de ma vie. En tout cas, bah, si ça va de votre côté, c'est le principal. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui trouvent que l'hiver est une saison bucolique et sympathique. Moi, à chaque fois que je parle à des gens ici, ils me disent à chaque fois je suis sous ma couette en train d'hiberner, quoi. Donc voilà, je ne suis pas le seul. J'espère que ça va de votre côté. Alors aujourd'hui, en fait, un vlog parce que j'ai trouvé que eh bien ça en valait la peine. J'ai trouvé en fait dans ma boîte aux lettres le numéro de janvier 2025 d'une petite revue fascicule, si vous voulez, qui est envoyée par, on va dire, des gestionnaires de tout ce qui va être environnement pour la Comcom, finalement, de là où je suis, donc la communauté de communes. Et bah, je vous le dis tout de suite, hein, vous l'avez peut-être compris dans le titre que j'aurais mis. Euh, à très bientôt si vous voulez entendre parler de musique ou de jeux de société, parce que là on va pas du tout parler de ça, hein. C'est plutôt un scandale de santé publique qui est en train de s'annoncer, tout doucement, dont je vais vous parler. Je considère que bah, ça fait du bien, des fois, juste de sortir finalement, comme vous le voyez, je fais ça régulièrement, de toute façon sur cette chaîne, tous les 2-3 mois, je viens avec un vlog complètement, enfin qui n'a rien à voir avec les sujets de prédilection de ma chaîne. Et je pense qu'on est des gens en pleine conscience, ou en tout cas qui souhaitons l'être. Et je prends beaucoup de plaisir à parler avec vous, notamment sur les lives aussi que j'ai commencé. Donc bah, je me suis dit que la diffusion d'informations, le partage, et puis la réflexion autour de sujets qui peuvent être bah, très importants, parce que là c'est vraiment c'est scandaleux, vous allez voir, eh bien, mérite finalement ce vlog. Alors, je vais passer sur les premières pages. Je ne vous dis pas volontairement quel est le magazine pour que vous ne puissiez pas me stalker vers chez moi, bande de petits sacripants. Mais voilà, moi de toute façon, hein, je suis dans le Grand Ouest, il n'y a pas de, je l'ai jamais caché. Qu'est-ce que je veux dire? Alors, on va commencer déjà par la définition, et ensuite on ira sur les choses qui sont à évaluer, c'est-à-dire les dangers sur l'eau, les plans environnementaux, et on finira sur... alors, si eux ils disent l'Europe face aux défis, moi je vais dire l'Europe, c'est-à-dire une partie des pays européens, voire tous, y compris... on pourrait même penser à l'Union européenne, parce que c'est deux choses bien distinctes, hein, l'Europe et l'Union européenne, parce que la Suisse est concernée bien entendu, et la Norvège notamment, etc. Vous allez voir qu'il y a des choses très intéressantes. Donc effectivement, ce sera au-delà de l'Union Européenne, cette fois-ci on va parler d'Europe en général, mais vous allez voir, c'est assez flou en fait, parce que dans le narratif, parfois, là je viens de lire l'Union Européenne a interdit, etc. Donc c'est très flou. On va voir un peu, je vous avoue que j'ai lu juste en diagonale, j'ai pris un quart d'heure pour lire un peu de quoi il s'agissait, j'ai trouvé que le jeu en valait la chandelle. C'est assez long pour une intro, on commence tout de suite. Allez. Alors aujourd'hui, je vais vous parler en fait par cette revue là qui nous alerte de ce truc-là. Vous savez, c'est les trucs que vous recevez dans la boîte aux lettres que tout le monde jette. Je me suis dit, le nom fait un peu peur. Tiens, je vais regarder ce que c'est. J'étais à deux doigts de le jeter. Et je voyais la gazette du tri sélectif, etc. Et puis généralement tout ça je balance, hein, parce qu'ils se foutent de nous. Et puis là je me dis, ah, il y a peut-être un truc intéressant, parce que je voyais un organisme, vous savez, un corps humain de côté avec des organes et tout. Je me suis dit, ça sent quand même mauvais tout ça, hein. Alors, on va parler aujourd'hui des PFAS. Alors, je sais pas si ça se prononce comme ça. Peut-être que vous, je sais qu'il y a des ingénieurs sur ma chaîne, ils en savent un rayon de plus que moi. Ça, c'est une certitude. Moi, je suis inculte en fait. Je n'ai pas de diplôme. J'ai arrêté en fac sans finir ma licence. J'ai même pas fini ma L1, vous imaginez. Donc, je suis inculte. Et peut-être que vous en saurez déjà beaucoup plus que moi. Mais le but, c'est que, bah voilà, j'ai un peu de visibilité de plus en plus sur cette chaîne. Donc, j'essaye de partager. Alors les PFAS, on va les appeler comme ça, composés chimiques éternels. Alors la revue parle donc dans ce dossier de cela, et donc je vais vous lire un petit peu les pages. Pleinement intégrées dans notre quotidien et pourtant peu connues du grand public, les substances per- et polyfluoralkylées, chylées par exemple, ça c'est le nom, plus communément nommées PFAS, sont une vaste famille de composés chimiques synthétiques qui sont utilisés notamment pour leurs propriétés de résistance à la chaleur, à l'eau, aux graisses et aux taches. Rebaptisés entre guillemets polluants éternels,
ou, entre guillemets, composés chimiques éternels, eh bien, ces molécules font l'objet d'importantes préoccupations en raison de leur effet sur la santé et de la pollution de l'environnement dont elles sont responsables. De plus en plus évoquées dans les médias, nous voulons proposer aux lecteurs des éléments pour mieux appréhender le sujet des PFAS. Donc la découverte et l'usage des PFAS dans notre quotidien. Substance assez peu connue et pourtant présente à chaque niveau de nos vies, dans nos objets du quotidien et autour de nous, les PFAS sont une invention humaine récente. Et oui, ça a à peu près 100 ans, vous allez le voir. Que sont les PFAS? Alors les PFAS, ou substances per- et polyfluoralkylées, donc à mon avis c'est perfluoroalkylées ou polyfluoroalkylées, sont une famille de substances de plusieurs milliers de composés chimiques, estimation d'environ 15 000, aux propriétés remarquables, entre parenthèses résistance à la chaleur, imperméabilité et anti-adhésive. Dotées d'une grande stabilité moléculaire, ces substances ne se dégradent que très lentement, voire peu ou pas. Elles s'accumulent donc dans l'environnement et dans le corps humain, d'où leur qualification de polluants éternels. Alors là, je sors un peu de l'article et du paragraphe pour vous alerter déjà sur le fait que si même maintenant il se cache plus de ça, ça veut dire que si on ne fait pas à minima un tout petit peu attention, il y aura un potentiel de mutation génétique ou je sais pas quoi au fur et à mesure du temps. Parce que vous imaginez, en fait, on s'en rend pas compte, on passe nos journées à accumuler des trucs comme ça et après on se demande pourquoi on a des maladies. Voilà. Je reprends l'article. Leur polyvalence et leurs propriétés spécifiques sont mises à profit dans de nombreux produits du quotidien, peinture, textile, mousse anti-incendie, ustensiles de cuisine, emballages alimentaires, prothèses médicales, batteries électriques, cosmétiques, tapis et tissus, produits anti-taches, pesticides, etc. L'impact de ces composants et de leur toxicité pose de nombreuses questions. Alors je change de paragraphe. La découverte d'une solution miracle. Découverte en 1938 par le chimiste américain Roy Plunkett, les PFAS ont été reconnus comme une invention exceptionnelle pour leurs propriétés uniques. Cette découverte fut obtenue par hasard avec une poudre d'une stabilité exceptionnelle, capable de résister à des températures importantes dépassant 260 degrés sans se dissoudre dans un solvant connu. Cette première découverte d'un PFAS est aujourd'hui connue sous le nom de... Je vous le donne en mille. Allez-y, faites pause là pour savoir si vous le saviez. Dites-le dans les commentaires. Je vais faire comme les youtubeurs. Non, c'est le téflon, tout simplement. Cette propriété a fait des PFAS une solution idéale pour les applications militaires et aérospatiales grâce à leur résistance à la chaleur et aux produits chimiques. Leur utilisation s'est ensuite répandue aux produits du quotidien comme les ustensiles de cuisine, les textiles et les emballages alimentaires grâce à leur capacité anti-adhésive et aux imperméabilisants. La découverte de cette solution aux propriétés inégalées a transformé de nombreux secteurs d'industrie dans les années 50, offrant des possibilités jusque-là inimaginables et marquant le début d'une nouvelle ère d'innovation industrielle. Dans le même temps, la toxicité de certains PFAS est identifiée dès 1954. Donc ça veut dire que de 38 à 54, déjà là, en même pas 20 ans, ils ont trouvé qu'il y avait quelque chose de bizarre. Alors ensuite, ils donnent quelques exemples de produits utilisant les PFAS. Donc vous avez les composants pour emballage et papier et carton alimentaire, produits utilisés pour la photographie et la lithographie, donc les pelliculages, des trucs comme ça, ustensiles de cuisine anti-adhésion, embouts buccaux de cigarettes électroniques, semelles de fer à repasser, isolants pour fil électrique, câbles électroniques, mousse anti-incendie, lubrifiant et cire pour sol et voiture, pour la fabrication de cosmétiques ou encore agents anti-buée, antistatiques ou réfléchissants pour vernis et peinture, certains produits ménagers, agents imperméabilisants ou anti-taches, dans l'industrie du textile, vêtements de pluie, moquettes, tissus d'abème-le-banc, les phares utilisés pour les skis pour améliorer la glisse, etc. etc. Vous voyez que c'est dans plein de domaines. Donc là, les PFAS en quelques dates, donc c'est très intéressant. Là, on a une frise, alors je vais vous la montrer, je ne sais pas si vous pourrez faire pause. Tac, vous pouvez faire pause peut-être comme ça. Je vais la lire de toute façon. En fait, en 1938, découverte accidentelle du téflon. J'imagine que c'est une sorte de sérendipité. Ensuite, projet Manhattan, bombe atomique américaine 1940. Ensuite, 1950, 10 ans plus tard, début de l'utilisation du téflon dans l'industrie et dans les produits de consommation. Et donc vous avez vu que là, en 4 ans après, il y a les premières alertes. Ensuite, il y a un gap de 20 ans. Utilisation des PFAS dans l'industrie. Donc ça doit être tout ce qui est textile, automobile, etc., aérospatial. 2000, ensuite 30 ans plus tard, généralisation de l'utilisation des PFAS, soupçon d'effets néfastes sur la santé et l'environnement. Déjà, qu'est-ce qui se passe les amis? On sent quelque chose là. Ensuite, le 2001, la Convention de Stockholm. On va en parler juste un peu après. Dans les pages suivantes, vous allez voir que c'est très intéressant. Encore une fois, les innovations
Et surtout, je pense, la jugeote, sur la plupart des sujets de société, pas tous, c'est vrai que c'est pas tous, notamment les animaux, hein, il y a encore un problème là-dessus, mais une grosse partie des sujets de société, quand même, voilà, souvent on voit que c'est les Scandinaves qui disent, bon, bah, si on va mettre le haut là un peu, hein, parce que, voilà, ça commence à bien faire. 2013, donc quasiment, ouais, il y a 12 ans plus tard, là. PFAO, alors vous allez voir, PFOA, pardon, donc c'est un type de PFAS, vous allez voir après, inscrit dans la liste des substances préoccupantes. Ensuite, en 2020, interdiction des PFOA dans les pays membres de l'Union Européenne. Donc c'est-à-dire, ça, c'est la fameuse surcouche Union Européenne, qui chapeaute un peu le reste. Ensuite, 2023, le CIRC, alors est-ce que j'ai l'info d'où c'est? Oui, c'est le Centre international de recherche sur le cancer, classe les PFOA et les PFOS comme substances cancérogènes pour les humains. Et en 2025, donc on vous parle là de 2025, projet de loi visant à interdiction la fabrication et l'importation de l'exportation des PFAS dans certains produits. Donc là on voit qu'en l'espace de 100 ans, même pas, on a déjà fait un gros pas en arrière, et à mon avis ça va aller en s'accélérant. Je reprends l'article. Des impacts des PFAS sanitaires et environnementaux. Les PFAS sont aujourd'hui reconnus comme des vecteurs de risque pour la santé humaine et l'environnement. Leur persistance chimique, ainsi que leur capacité à se disperser et s'accumuler, constituent des défis majeurs pour les écosystèmes et la santé publique à l'échelle mondiale. Face à l'environnement. La présence des PFAS dans l'environnement est entièrement due aux activités humaines. Au-delà de leur présence dans de nombreux objets du quotidien, ces substances sont largement utilisées dans les procédés industriels et peuvent être dispersées dans l'environnement sous la forme de rejets atmosphériques et aqueux. Les PFAS ont un impact environnemental significatif en raison de leur persistance et de leur capacité à se bioaccumuler. Ces substances sont souvent retrouvées dans les sols, l'eau, l'air et les organismes vivants, contaminant les écosystèmes via la chaîne alimentaire. Les systèmes hormonaux et immunitaires des animaux et des humains peuvent être perturbés avec des conséquences sur la reproduction, la santé, le développement et le comportement. Les PFAS perturbent ainsi les chaînes alimentaires, diminuant la résistance des écosystèmes aux perturbations environnementales et menacent la biodiversité. Une meilleure connaissance des PFAS, de leur impact sur la santé et l'environnement, leur gestion et la réduction de leur utilisation sont des enjeux majeurs qui font l'objet de nombreuses recherches. Des dangers sanitaires. Les PFAS représentent des risques pour la santé de l'homme car ils s'accumulent via la chaîne alimentaire, en particulier dans le corps humain. Ces dernières années, des études ont révélé les effets nocifs pour l'être humain de certains PFAS. Une exposition prolongée aux PFAS a été associée à plusieurs problèmes de santé, notamment des perturbations hormonales, tout ce qui est endocrino, ça c'est clair et net, des troubles immunitaires, voilà, une augmentation du risque de certains cancers du sein, des testicules, des reins ou du foie, une diminution de la fertilité, des complications pendant la grossesse à travers le lait maternel et des impacts sur le développement des enfants. Les PFAS seraient également responsables d'interférences avec le système immunitaire et endocrinien, thyroïde. La difficulté à éliminer les PFAS de l'organisme en fait une préoccupation majeure en matière de santé publique. Le FSA, Autorité Européenne de Sécurité des Aliments, alors ça n'a rien à voir avec l'Union Européenne je crois, faudra vérifier, a considéré que 4 PFAS devaient faire l'objet d'une attention particulière, contribuant le plus à l'exposition et à un risque potentiel pour la santé. PFOA, donc on en parlait juste avant, là dans la frise, qui commence à être interdit. PFNA, PFHXS et PFOS, on en avait parlé aussi. On avait parlé... Oui, c'est ça. C'est ça, c'est par rapport au CRIC. CIRC, pardon. Donc, PFAS sont des substances qui peuvent être cancérogènes pour les humains. Donc, le 1er décembre 2023, le Centre international de recherche sur le cancer, CRIC, le CIRC, a classé le PFOA comme cancérigène pour les humains. Voilà. Et le PFOS comme substance qui peut être cancérogène. Alors, j'ai un doute. J'avais l'impression que cancérigène et cancérogène, c'était des homonymes, enfin disons, pas des homonymes, mais des mots désignant la même chose, la même idée. Et là, ils font le distinguo, donc je sais pas. Et éventuellement, il faudrait faire une petite recherche Google, savoir si cancérigène, ça revient au même degré d'impact, mais j'avais l'impression que c'était la même chose, moi. J'ai sûrement tort. Le FSA cherche à élaborer des valeurs toxicologiques de référence en vue de pouvoir interpréter des mesures d'imprégnation vis-à-vis d'un risque sanitaire à l'échelle nationale. Des travaux de biosurveillance sont donc menés. Certaines molécules, PFOA et PFOS, sont mieux connues et ont abouti à la mise en œuvre de mesures réglementaires visant à prévenir certains risques associés à leur usage. Pour l'immense majorité des autres PFAS,
Les connaissances sont parcellaires, voire absentes. Source, EFSA et rapport interministériel d'avril 2024. Vous imaginez des pays ultra industrialisés, certes qui perdent en industrialisation, mais quand même, en tout cas nous on utilise des produits manufacturés, industrialisés depuis 100 ans. On n'a pas une étude qui nous montre un impact, disons, un impact ou pas d'impact. On ne connaît pas en fait, les connaissances sont parcellaires, voire absentes. Vous imaginez la gravité du truc quand même. Moi, c'est ça qui est fou, en fait, c'est l'outrecuidance à l'européenne. C'est oui, de toute façon, nous, on est au-dessus des autres, on connaît tellement de choses, on a déposé des brevets, oui, vous ne savez même pas quelle est la difficulté, le danger de ce que vous produisez. C'est très grave, hein, quand même. Hein. Le TFA provient majoritairement de l'utilisation de certains pesticides, comme le flufenacet, est considéré par l'EFSA comme un perturbateur endocrinien et toxique dans le milieu aquatique. Alors, où les trouve-t-on? Là, je vais vous balancer la petite note qui est en bas de page, là. Le PFAO, revêtement anti-adhésif, poêle en téflon, emballage alimentaire, textile résistant à l'eau. Le PFNA, production de polymères et dans certains produits chimiques industriels, revêtement d'ustensiles de cuisine, textile imperméable, mousse anti-incendie, agent de traitement de surface. Les PFHXS, produits de traitement des textiles, des tapis et des mousses anti-incendie. Le PFOS, des mousses anti-incendie, les revêtements de textiles aux taches, tissus et tapis, et les produits de nettoyage industriel. Et le TFA dans les pesticides. Est-ce qu'on est content? Alors ensuite, vous allez voir, ça va peut-être être une petite vidéo un peu longue, hein, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire. La recherche de solutions alternatives au PFAS. En France, la problématique des PFAS suscite une attention croissante en raison de leur impact potentiel sur la santé publique et l'environnement. Les autorités françaises ont lancé une initiative pour mieux comprendre et réguler ces substances. En 2022, l'Agence nationale de sécurité sanitaire, l'ANSES, a publié une évaluation soulignant les risques associés à plusieurs PFAS et a recommandé les mesures pour réduire leur utilisation. En parallèle, la France est engagée au niveau européen pour soutenir l'interdiction progressive des PFAS avec un objectif de réduction significative de leur présence dans l'environnement d'ici 2030. Des études et des projets de dépollution sont également en cours pour traiter les sites contaminés, notamment ceux liés à l'industrie et aux installations de traitement des eaux. Et vous allez voir qu'en fin de vidéo, je vais vous montrer une carte, c'est pas beau à voir, hein, et l'Allemagne est la plus touchée. Bah, tu m'étonnes. Industriels, méga automobiles, etc. Eux, ils sont, mais alors, pollués de chez pollués. La fameuse Dutch Qualitat, n'est-ce pas? Voilà. On en reparlera hein, de ça aussi, mais pas dans cette vidéo. Moi, je pense que le lobbyisme est potentiellement trop fort. Si les industriels considèrent que ils vont avoir trop de mal à remplacer les PFAS dont ils ont l'habitude d'utiliser, voilà, et par rapport au prix aussi par autre chose, bah, ils continueront, ou ils feront effet de levier finalement au Parlement pour dire que non, en fait, ils n'avalisent pas le changement de direction. C'est aussi simple que ça. Hein. C'est le problème des pays qui ne sont pas des pays, comme diraient certains, des dictatures. Je ne veux pas généraliser, mais en tout cas, le problème quand on a un système, je dirais, de législateur monocaméral ou duocaméral comme en France, c'est-à-dire d'avoir deux chambres, c'est que dedans vous allez avoir à chaque fois des gens qui vont rouler pour tel industriel ou tel autre, ce qu'on appelle le lobbyiste. Le lobby, j'avais allumé une bougie, elle s'éteint là. Le lobbyisme, voilà. La Convention de Stockholm, donc on en parle là. Traité international adopté en 2001, il vise à éliminer ou réduire la production de l'utilisation de polluants organiques persistants, des substances chimiques qui résistent à la dégradation, s'accumulent dans les organismes vivants et présentent des risques graves pour la santé humaine et l'environnement. Les PFAS, en raison de leur résistance et de leur toxicité, sont progressivement devenus une préoccupation majeure dans ce contexte. Depuis 2000, seuls quelques PFAS spécifiques, comme le PFOS, ont été inclus dans la liste des substances à éliminer ou à restreindre. Le PFOS, utilisé notamment dans les mousses anti-incendie, les textiles et certains produits industriels, a été l'un des premiers PFAS à être réglementé à l'échelle mondiale. L'inscription de cette substance dans la Convention a conduit les pays signataires à réduire considérablement son utilisation, à développer des alternatives et à surveiller sa présence dans l'environnement. Puis, en 2019, la portée de la Convention s'est élargie pour inclure d'autres PFAS comme le PFOA et ses dérivés. En imposant des restrictions sur leur fabrication, leur utilisation et leur commercialisation, les signataires cherchent à limiter l'exposition aux PFAS. La Convention continue d'évoluer et de nouvelles discussions sont en cours pour étendre encore la liste des PFAS concernés par les restrictions internationales. En France, l'ANSES multiplie les études. L'Agence nationale de sécurité sanitaire et de l'alimentation, de l'environnement et du travail,
l'ANSES, mène plusieurs études sur les PFAS pour leur impact sur la santé humaine et sur l'environnement. Ces études visent à mieux comprendre la présence, la dispersion et les effets des PFAS. Elles se concentrent principalement sur l'évolution des risques liés à l'exposition de ces substances par l'alimentation, l'eau potable, l'air ou les produits de consommation. L'agence travaille notamment sur la contamination des nappes phréatiques, des cours d'eau et des sols, ainsi que sur la présence de PFAS dans certains aliments. En parallèle, l'ANSES collabore avec d'autres agences européennes pour harmoniser les méthodes de détection et d'évaluation de PFAS. Ces efforts sont orientés vers une régulation et une gestion des risques associés en vue de limiter l'exposition de la population et de réduire l'empreinte environnementale des PFAS. L'ANSES évalue également les alternatives possibles aux PFAS dans diverses applications industrielles et de consommation, afin de promouvoir des substances moins nocives. Ces études permettent à l'ANSES de formuler des recommandations pour les autorités publiques, de mieux informer le public sur les risques liés aux PFAS, et de contribuer à la mise en place des politiques plus strictes pour protéger la santé publique et l'environnement. 20 PFAS sont actuellement entrés dans le périmètre de contrôle sanitaire dans la démarche de l'ANSES, analyse de dosage et valeurs repères. Alors je fais une pause sur l'article, je trouve que c'est bien, on va dans le bon sens justement, mais maintenant est-il trop tard? Vous imaginez si on avait pris déjà le problème à bras-le-corps à partir des années 70 ou 80, au moment où ça commençait à se diffuser en fait dans l'utilisation industrielle, et donc les gens qui achètent tous ces produits-là, on n'en serait peut-être pas là. Hein. On aurait peut-être sauvé énormément de personnes de maladies cheloues, endocriniennes, ou de cancers, ou des trucs comme ça. Est-ce qu'il n'est pas trop tard? On dit souvent il est jamais trop tard. Mais là, quand même, c'est un scandale terrible. Là, en fait, moi, je suis en campagne, je vois tous les jours, en plus, des gens qui balancent des choses dehors. Vous imaginez, en plus, moi, chez moi, les nappes, elles font comme ça, hein, donc on les voit souvent apparaître. Donc, tous les trucs que les gens jettent par terre, les mégots, les vêtements, là, la dernière fois, c'était carrément un paquet de poulet, même pas ouvert. Tout ça, tout ça, les canettes, j'en vois partout, partout en campagne. Tout ça, ben, c'est bien, comme ça se diffuse dans les nappes, ensuite ça va remonter dans le château d'eau, et puis nous, on boit ça. Merci les gens. C'est cool. Merci de nous rendre malades. Alors, les alternatives. Donc, je sais plus où j'en suis là. Ouais, c'est ça. Le PFAS dans l'air. Le plan interministériel sur le PFAS d'avril 2024 souligne la nécessité de renforcer les méthodes de mesure des PFAS dans l'air afin d'évaluer leur concentration et leur impact, tant sanitaire qu'environnemental. L'une des priorités de ce plan d'action est d'accélérer la normalisation des méthodes de mesure pour disposer de valeurs de référence précises adaptées à chaque milieu en se fondant sur les valeurs toxicologiques de référence établies par l'ANSES. L'objectif, améliorer la capacité des laboratoires à détecter et quantifier les PFAS de manière cohérente et rigoureuse dans les milieux pour un meilleur état des lieux. Ce plan d'action prévoit une coopération renforcée entre les laboratoires de référence en France pour harmoniser les analyses sur les PFAS et surveiller les niveaux de rejet dans les différents milieux, en particulier l'air. Je rigole un peu parce que récemment je m'intéressais à l'eau. Donc je suis revenu moi sur l'utilisation des... Enfin, je suis revenu d'eux, c'est je reviens à utiliser des carafes filtrantes, etc. L'eau en France est sale, il y a un scandale, hein, je ne sais pas si vous le savez, ça fait 1 an que c'est sorti, 1/3 du réseau d'eau potable en France est complètement, je dirais, empoisonné par un ancien pesticide qui a cessé d'exister en France au niveau de son utilisation depuis les années 80 ou 90, et pourtant en fait il reste dans les nappes et puis en fait il se diffuse tout le temps. Excusez-moi, donc en fait, je suis même pas sûr d'ailleurs que les carafes filtrantes filtrent ce truc-là, je ne crois pas, mais en tout cas, moi ça me filtre le calcaire, les résidus de sable, des plastiques, etc. C'est déjà une chose, mais c'est une catastrophe en fait, c'est une catastrophe. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont dit, en fait, il y a ce truc-là, bon, je vous fais pas toute l'histoire, mais en gros, c'était dans le 79, dans les Deux-Sèvres, pas loin de Niort, c'est là où ils stockent en fait, c'est parce qu'il y a la source de Fier-et-des-Lois qui est une des eaux, enfin l'eau marque Intermarché en fait, du réseau Intermarché, que je trouve d'ailleurs très bonne au goût. Et en fait c'est une eau qui a dépassé les limites en fait au niveau de microgrammes par litre de ce fameux biocide là. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Il y avait des palettes qui sont restées à l'extérieur des zones de stockage en fait avant d'être envoyées en hypermarché, parce que de toute façon plus personne ne voulait les consommer. Donc il y a eu un holà. Et ensuite, haro sur cette histoire, ils sont revenus de laboratoire en disant ah bah finalement maintenant en fait la législation a changé. Nous on était, je vous dis n'importe quoi, à 0,3 alors que le max était 0,1, on l'avait dépassé. Maintenant c'est bon, les laboratoires ont indiqué officiellement, et c'est peut-être l'ANSES d'ailleurs, que c'est passé maintenant le stade de danger critique à 0,9. Donc en dessous de 0,9 on peut commercialiser. Donc vous avez vu en fait, c'est toujours pareil avec la science.
Il y en a qui ne croient qu'en ça, et ils légifèrent là-dessus. Mais moi, je pense plutôt qu'il y a le principe de précaution qu'il faut faire. Parce que la science et les différents niveaux, les gradations finalement de ce qui est considéré comme dangereux ou pas dangereux, évoluent au fait des découvertes finalement de certaines maladies, etc., de certains impacts environnementaux. Donc il ne faut pas non plus faire confiance à la science, malheureusement. C'est-à-dire que vaut mieux, en fait, plus avoir peur, même si moi je fais partie de la catégorie des gens, vous savez, que certains disent vous ne vivez pas parce que vous avez peur de tout en permanence, mais je maintiens, je fais plus partie de ces gens-là. Effectivement, je préfère essayer de grappiller quelques années de plus sur cette planète Terre avant de partir pour le grand voyage, euh, mais pas faire comme les autres, c'est-à-dire juste voilà, m'arriver comme ça, la BITE en fleurs, et dire c'est bon, je réfléchis pas, je vis ma vie, et puis voilà ce qui se passe après. Voilà ce qui se passe. Allez, je reprends l'article. Les alternatives. Le développement d'alternatives au PFAS est devenu prioritaire. Les chercheurs et les industriels explorent diverses solutions, notamment l'utilisation de matériaux biodégradables et non toxiques pour remplacer les PFAS dans les textiles, les emballages alimentaires et les produits de consommation. Par exemple, des revêtements à base de cire, de silicone ou de biopolymères sont en cours de développement pour offrir des propriétés similaires d'imperméabilité et de résistance aux tâches, sans les efforts nocifs associés au PFAS. L'innovation dans la chimie verte et la conception de produits durables jouent un rôle central dans cette transition avec l'objectif de réduire l'empreinte écologique tout en maintenant la performance des produits. Ces alternatives ouvrent la voie à des solutions plus respectueuses de l'environnement et de la santé humaine, permettant de concilier performance et durabilité tout en réduisant les risques liés au PFAS. Elles sont toutefois encore au stade d'exploration et d'expérimentation. Donc pour en savoir plus, et puis les sources, vous avez l'ANSES.fr, la FNADE.org, les plans d'action interministériels sur les PFAS de 2024 que vous pouvez aller consulter sur le site du ministère, j'imagine. Et après, donc là, il y a un dossier, mais qui rejoint en fait le tri, puisque le magazine parle surtout du tri sélectif, etc. Donc je continue. On a encore... Alors je vais pas lire l'interview d'un mec dont tout le monde se fout. Excusez-moi, je bois une petite gorgée. Avec ma carafe filtrante, je me suis fait de la tisane, là, parce que c'est ma boisson de prédilection en fait, dès que c'est en hiver. Cette fois-ci, l'eau a un goût normal en fait. Attendez là, qu'est-ce que c'est que cette merde? Un goût normal. Sinon, l'eau a un goût vraiment dégueulasse. Tout le temps vers chez moi, ultra calcaire. Et donc là, ça fait plaisir. Bref. Ah, on arrive bientôt justement au passage intéressant avec les cartes. Et à la fin, il y a des petits jeux, mais en fait, c'est pas très marrant en fait de rigoler avec ça. Donc, on va continuer sur l'eau potable et les PFAS, assurer la qualité. L'eau est un bien indispensable à la vie et donc à la santé humaine. Fournir une eau de qualité constitue un enjeu essentiel. Dans les pays de la Loire, donc c'est là où votre serviteur habite, c'est l'agence régionale de santé, l'ARS, qui contrôle la portabilité de l'eau et qui peut référer de restrictions en cas d'impact sanitaire potentiel pour les consommateurs. La surveillance est aujourd'hui obligatoire pour les services d'eau distribuant l'eau potable jusqu'au robinet du consommateur. Dans le département dans lequel je suis, plusieurs actions concrètes ont été mises en place pour lutter contre la pollution des PFAS et surveiller leur présence dans l'eau potable, vecteur majeur de leur diffusion. Et oui. Le département a développé un observatoire de l'eau pour informer les citoyens sur la qualité de l'eau, ce qui inclut la surveillance des polluants comme les PFAS. Alors cet observatoire, en fait, ça c'est un peu, ils vont un peu vite, enfin sur la rédaction de l'article, je trouve, il existe depuis longtemps déjà. Excusez-moi. Mais je ne sais pas si justement il y avait un focus sur le PFAS, peut-être que maintenant ils ont des indicateurs qui permettent de mesurer ça. On va peut-être le savoir dans l'article, j'ai pas lu cette partie encore. Des études pour contrôler l'eau. En 2022, l'ANSES a publié un rapport d'évaluation sur la présence des PFAS dans l'eau potable dans plusieurs régions, dont les Pays de la Loire. Ces analyses, accompagnées de celles de l'ARS, l'Agence régionale de santé, des Pays de la Loire, ont révélé la présence de PFAS dans certaines eaux destinées à la consommation humaine, avec des taux supérieurs aux restrictions minimales. Parmi les échantillons prélevés, 20% présentaient des concentrations de PFAS, dont la PFAO et les PFOS, au-delà des limites de 100 nanogrammes par litre, l'équivalent d'une goutte d'eau dans une piscine olympique, représentant toutefois un potentiel risque pour la santé, voire dossier. En 2023, le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires a publié un arrêté ministériel imposant la réalisation d'une campagne de prélèvement et d'analyse des substances PFAS au sein des rejets aqueux dans le secteur industriel. Réglementation en France sur l'eau potable. Pour répondre à la problématique de l'eau potable contaminée, en France
la France pardon, a transposé dans son droit national de directive européenne la directive européenne eau potable de 2020 depuis le 1er janvier 2023 qui fixe notamment une limite pour 20 PFAS. Auparavant, la réglementation française ne posait aucune exigence quant à leur présence dans l'eau potable. Selon cette nouvelle norme, la concentration totale de ces substances ne doit pas excéder 0,1 microgramme par litre. Donc ça revient à vous dire 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a 6 zéros et ensuite 1 gramme par litre, garantissant ainsi que l'eau distribuée sont conformes aux normes de sécurité sanitaire. Un collectif de mairies a fait appel à l'État français pour une interdiction des PFAS dès 2025 quand des alternatives sont immédiatement disponibles et au plus tard en 2027 pour l'essentiel des autres usages. La demande a été faite avec un complément de demande de mesures rigoureuses de contrôle et de surveillance visant à détecter et à éliminer toute trace de ces substances toxiques dans notre approvisionnement en eau potable. Et dans l'air, l'exemple des unités de valorisation énergétique. Je bois encore un coup, excusez-moi. La tisane devient un petit peu froide parce que comme il fait froid ici, ça descend rapidement. Je vois que sur le dossier que j'ai pas parce qu'en fait il faut le détacher, j'ai peur que ça se casse. En gros, il parle de l'industrie textile qui est parmi les premières, les plus polluantes, qui crée les PFAS, donc tous les gens là qui s'amusent à acheter tout le temps des vêtements. Moi je vous dis, les chaussettes, les sous-vêtements et même mes jeans, je les change que quand ils sont en lambeaux, quoi. Donc voilà, il y a moyen de valoriser ces affaires, les apivettes, les machins, les centres de traitement. Moi j'hallucine à chaque fois que je passe en ville, je vois des nénettes qui viennent se faire des sacs de courses, de fringues, je me dis, un jean c'est 8000 litres d'eau quand même, hein. La fabrication d'un jean. Vous imaginez le truc? Sans compter les produits bien sûr qui se déversent derrière, etc. Bref. Alors voilà, dans l'air, donc l'exemple des unités de valorisation énergétique. Les déchets peuvent être des vecteurs de diffusion des PFAS puisqu'ils sont composés de multitudes de produits issus du commerce. La destruction des PFAS s'opère par thermodégradation, rupture des molécules sous l'effet de la chaleur. Entre 1000 degrés et 1400 degrés, le four de l'UVE de cet organisme qui distribue en fait ce journal-là et atteint 1200 degrés. En raison du manque de connaissances sur les différentes types de PFAS, le plan interministériel d'avril 2024 propose une surveillance des émissions atmosphériques des installations d'incinération en sortie de cheminée pour mieux comprendre le phénomène. Ils sont trop drôles. Vous imaginez, mais moi, je sais pas, je tombe des nues quand je lis ça. Je suis ingénu, hein. Je suis ingénu, je ne suis pas un génie. Et du coup, je lis ça et je me dis, ok, vous mettez votre confiance en des institutions, en des organismes, en des industries, en des... Vous pensez qu'ils ont la main sur ce qu'ils font, mais pas du tout. C'est-à-dire les mecs, ils ont dit, ah oui, il y a ça comme problème. Ah bah attendez, on va mettre des capteurs pour voir ce qu'on rejette. Je vous dis, hein, zéro confiance à accorder en réalité. Hein. En réalité, zéro confiance. Pour mieux comprendre le phénomène, une campagne de mesure de PFAS est prévue pour les installations traitant des déchets dangereux et non dangereux. Toutefois, les laboratoires de la France n'ont pas suffisamment de retour et de recul pour maîtriser totalement les données et en tirer des conclusions adéquates. Caractérisation de la nocivité, des quantités mesurées et manière de réduire les quantités de PFAS émises. Une première campagne test a eu lieu sur 7 UVE françaises, donc c'est les fameux fours incinérateurs, à l'été 2024, résultat inconnu au bouclage de ce numéro, donc de ce magazine, on ne sait pas ce que ça a donné. Le 31 octobre 2024, un arrêté a défini le plan de suivi sur les UVE. Les analyses devront être réalisées avant le 30 avril 2027. Oh bon, on a bien le temps de devenir malade, ça va. Par souci de transparence et d'anticipation, donc l'organisme qui produit ce petit fascicule a décidé en octobre 2024 d'anticiper et de mandater un laboratoire indépendant pour relever, quantifier, faire analyser et étudier la présence dans l'air en sortie de cheminée et surtout sur l'UVE, donc de ce petit organisme-là, de 49 faces. Prélèvements et mesures réalisées en décembre 2024 pour les résultats connus au premier semestre 2025. Donc à mon avis, aux alentours de mai-juin, on aura les premiers résultats. Donc ensuite, on a une page qui nous informe des points. On nous parle de dioxine, les émissions en sortie de cheminée, les métaux lourds. Je regarde s'il y a des choses intéressantes à vous dire. Et puis aussi, d'ailleurs, le lait, qui est une industrie globalement très salissante, et créatrice d'ailleurs d'énormément de mal-être pour les animaux.
La charge métallique est particulièrement faible. Nanana. Donc les traceurs, alors après, ça va sur des 0, quelque chose, c'est très très technique, je pense que personne pourra comprendre facilement. Euh, On nous parle par exemple, les résultats obtenus par les dioxines et les métaux lourds correspondent à un bruit de fond rural. Faut avoir des notions quand même, hein, je pense en biochimie, pour savoir de quoi on nous parle là. Conclusion, je vais lire les conclusions. Sur l'année 2024, la moyenne des valeurs annuelles d'émissions est 50 fois inférieure à la norme européenne. Voilà, en tout cas pour mon département, pour tel truc au niveau de la dioxine. PCDD/F, l'analyse logarithmique des congénères montre des courbes qui témoignent de sources diverses comme c'est souvent le cas lors de bruits de fond généralisés, ETM métaux. La charge métallique est particulièrement faible pour chacun des emplacements, aucun ETM ne présente de significativité. Source AR Lichens, je sais pas ce que ça veut dire, c'est du charabia pour moi. Vous voyez, là il nous balance ça entre le poire et le dessert et on sait pas trop à quoi ça correspond. La teneur en dioxine et furane correspondent à un niveau de concentration faible au regard des valeurs guides. Il n'existe pas à ce jour d'impact sur l'unité. Sur le lait, là ça parlait des dioxines sur le lait, mais bon, c'est trop vague. Je vais passer cette page-là. Ensuite, il y a l'interview d'un gars dont tout le monde se fout. Je sais pas ce qu'il nous dit. Il nous dit que c'est préoccupant. Ils vont faire des analyses. Des installations d'incinération, des arrêtés, blabla. Ouais, bon, bref. Il pose également des défis opérationnels, financiers, techniques et scientifiques majeurs, nécessitant une coopération étroite entre les autorités, les experts scientifiques et les laboratoires pour garantir l'application efficace des résultats faibles, blablabla. Tout ça, c'est du verbiage de la novlangue, quoi. Ça n'a pas d'intérêt. Et enfin, on va finir sur, du coup, les deux dernières pages. Ces deux-là. L'Europe, face au défi des PFAS. Je bois une gorgée. Excusez-moi. Voilà, et nos voisins européens pour l'interrogation. L'Europe a pris conscience de l'ampleur des défis posés par les PFAS et a intensifié ses efforts pour réglementer et réduire leur impact face à la persistance et à la toxicité de ces polluants éternels. L'Union européenne a adopté une approche proactive incluant des régulations strictes et des initiatives pour restreindre l'utilisation de certaines de ces substances. L'objectif est d'éliminer progressivement les PFAS les plus dangereux et de protéger la santé publique ainsi que l'environnement à long terme. Depuis 2009, l'Union européenne a interdit les PFOS depuis 2020, le PFOA et depuis 2022 le PFHXS. Les PFAS au cœur des législations européennes. Donc vous avez bien saisi, hein, les PFAS c'est l'entièreté de tous ces PFOA, PSHXS, PHN, etc. Donc là, il y en a toujours qui sont hors réglementation, et du coup, ça se balade partout. Réglementation REACH. Pour encadrer les PFAS, un règlement européen a été créé en 2007, le REACH. Cette réglementation REACH, enregistrement, évaluation, autorisation et restriction des substances chimiques, est une législation européenne visant à protéger la santé humaine et l'environnement contre les risques posés par des substances chimiques. Elle impose aux entreprises de collecter des données sur leurs propriétés, sur les propriétés des substances qu'elles fabriquent ou importent dans l'UE, et de les enregistrer auprès de l'Agence européenne des produits chimiques ECHA. Alors ça, on voit de toute façon que c'est encore une fois, ça c'est la spécialité du millefeuille administratif à l'européenne. Il y a plein de trucs qui passent à la trappe, là ils vous le disent pas, mais par exemple certaines denrées par exemple une société qui dispose d'une industrie type textile par exemple, et a des usines en Union européenne, importe des produits par exemple chinois, parfois ça peut passer, mais alors complètement à la trappe, des trucs dangereux là-dedans. Et du coup, ça veut dire que là, pendant des années, avant cette nouvelle réglementation de REACH, ils étaient en train de balancer aussi des trucs qui n'avaient même pas lieu d'être en Union Européenne, ou même dans chacun des pays qui pouvaient déjà dire non. Donc c'est encore une fois, hein, c'est une passoire, cette Union Européenne. L'enregistrement des substances chimiques dans REACH, qui fait quoi? Donc là, on a un petit je peux pas vous montrer le dessin, parce que le papier est très, très pâle. Ça va pas sortir à l'écran. Cycle de vie d'une substance, obligation de chacun. S'enregistrer en substance niveau de SEH, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Ça ressemble à ça. Je sais pas si vous allez voir. C'est pas, vous voyez, c'est pas, voilà, c'est pas très intéressant. Ok. Cette réglementation vise également à encourager l'innovation, à promouvoir l'utilisation des substances chimiques plus sûres. La mise en œuvre de réglementation REACH a eu plusieurs conséquences majeures. Tout d'abord, elle a considérablement amélioré la sécurité chimique en obligeant les entreprises à évaluer et à communiquer les risques liés aux substances qu'elles produisent ou importent.
Cela a renforcé la protection des travailleurs, des consommateurs et de l'environnement. De plus, la réglementation REACH a encouragé la substitution des substances dangereuses par les alternatives plus sûres, stimulant ainsi l'innovation dans le secteur chimique. La transparence a été améliorée avec des données sur les substances chimiques désormais plus accessibles, ce qui permet une meilleure information des consommateurs et une surveillance renforcée par les autorités. La réglementation a également harmonisé les normes à travers l'Union européenne, facilitant le commerce tout en assurant un niveau élevé de protection sanitaire et environnementale. Enfin, la création d'une base de données centralisée par l'ECHA, le CHA, a facilité la recherche et le suivi des substances pour le marché européen, contribuant à une meilleure gestion des risques chimiques, sources ANSES et ECHA. Vers une restriction des PFAS en Europe début 2023, alors là écoutez bien, parce que là encore une fois, la France c'est le mauvais élève. Début 2023, le Danemark, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède ont proposé une initiative ambitieuse visant à instaurer une restriction universelle sur l'ensemble des PFAS. Cette proposition marque un tournant dans la régulation de ces substances en passant d'une approche législative qui traitait chaque substance individuellement à une régulation plus globale. L'objectif est de restreindre la fabrication, l'utilisation et la mise sur le marché de tous les PFAS, limitant ainsi leur impact sur leur santé et l'environnement. Alors, je sors de l'article pour faire un commentaire. Bravo, je suis pour et je suis tout à fait d'accord sur ce qu'ils font. Ils prennent encore une fois le problème à bras-le-corps en premier lieu. Cependant, des dérogations pourraient être accordées pour certains secteurs spécifiques, comme les médicaments, les biocides et les pesticides, ou les alternatives non encore limitées. Où les alternatives sont encore limitées. Face au PFAS, des politiques diverses. En Europe, les politiques nationales face au PFAS divergent d'un État membre à un autre, ou même à pas du tout d'État membre, parce qu'il y en a quelques-uns quand même, des pays qui préfèrent sauvegarder leur souveraineté et décider de ce qu'ils font chez eux, et qui n'ont pas envie de faire appel, de rejoindre, même s'ils ils font faire du pied régulièrement, à rejoindre cette espèce de mafia de l'Union Européenne. Et ils ont bien raison. Des solutions ont déjà été mises en place pour certains pays en complément des législations et réglementations communes. Donc là, on a le Danemark contre les PFAS. Le Danemark, qui est bourré de la contamination chez eux aussi, s'est imposé comme un pionnier dans la lutte contre les PFAS, notamment en matière de réglementation. En 2020, il est devenu le premier pays au monde à interdire l'utilisation des PFAS dans les emballages alimentaires. Cette mesure a été adoptée en réponse aux inquiétudes concernant la migration de ces substances chimiques vers les aliments, avec des implications pour la santé publique. L'objectif du Danemark est de voir cette interdiction étendue à l'ensemble de l'Union européenne d'ici 2026, marquant un pas significatif vers une alimentation plus sûre. En plus de cette interdiction, le Danemark continue de surveiller activement la présence des PFAS dans l'environnement. Ils ont raison, il y a plein de trucs en cellulose, en maïs, ça existe. La Chine l'utilise depuis longtemps, je ne sais pas pourquoi ils continuent encore avec les plastiques, les machins, les trucs. Le gouvernement danois soutient la recherche pour mieux comprendre les impacts de ces substances, contribuant ainsi à l'élaboration de politiques basées sur des données scientifiques solides. Sur le plan législatif, le Danemark a aussi pris des mesures pour limiter l'utilisation des PFAS dans les articles textiles et les chaussures non essentielles. Toutefois, des exemptions sont accordées pour les équipements de travail de sécurité, tels que ceux utilisés par des pompiers ou les gilets pare-balles, où les propriétés des PFAS restent nécessaires pour des raisons de protection et de durabilité. Faut voir. L'Allemagne, les PFAS au cœur de l'industrie allemande. L'Allemagne est l'un des pays européens les plus touchés par les problématiques des PFAS. Ils ont été largement utilisés dans l'industrie allemande, en particulier dans les secteurs de la chimie, de l'automobile et de la fabrication de produits résistants à la chaleur et aux graisses. Les régions industrielles du pays, telles que la Rhénanie du Nord-Westphalie, ont encore enregistré des niveaux significatifs de contamination dans des sols et les eaux. En réponse à ces préoccupations, l'Allemagne a adopté une approche proactive pour la gestion de des PFAS. Le pays a mis en place des régulations strictes, notamment des limites de concentration dans l'eau potable, tout en investissant dans les technologies pour améliorer le traitement des eaux contaminées. C'est bizarre. Pour moi, il devrait plutôt prendre ce que les Norrois danois ont fait. C'est-à-dire, non, nous, on arrête en fait maintenant. L'Allemagne, c'est plutôt, il y a ça, on va essayer de pallier pour filtrer ça. Non, faut que... Vous voyez, c'est ça l'Allemagne. Hein. Eux, quand ils choisissent de faire quelque chose, ils n'écoutent pas les autres. Hein. Ah non, nous, on est très bien comme ça, on va juste un peu filtrer pour éviter la contamination. On l'a vu aussi en Allemagne avec tous les scandales, il y a eu des ZAD et tout, là, vous savez, pour les enfouissements de déchets nucléaires. Enfin, il y a eu des scandales de fous. Hein.
Plusieurs cas de pollution par les PFAS, comme celui de la ville de Rastatt, ont entraîné des actions locales pour décontaminer les terres agricoles et les réserves d'eau souterraines. L'Allemagne joue un rôle central dans les discussions à l'échelle européenne sur la réglementation des PFAS. Elle fait partie des meneurs des initiatives visant à interdire progressivement l'utilisation de ces substances dans les processus industriels. Elle encourage une collaboration accrue entre les États membres pour harmoniser les politiques de réduction des émissions et de remédiation environnementale. J'ai plus de mal à croire le positionnement allemand. On a l'impression qu'ils font comme d'habitude, c'est-à-dire regardez-nous, on est des parangons d'exemplarité, on fait gaffe, on essaie de filtrer, mais en fait on va pas changer en fait ce qu'on a derrière. L'industrie est trop importante en Allemagne. La Norvège, un partenaire actif maintenant. Bien que la Norvège ne fasse pas partie de l'Union Européenne, tant mieux pour elle, elle collabore étroitement avec... C'est quand même le pays qui a, je crois, ça fait partie du top 5 pays avec Brunei, peut-être l'Islande, et je sais plus quel autre, qui est dans le top, vous savez, du revenu intérieur brut sous PNB, PIB, propreté, etc. Donc ils n'ont pas besoin de l'Union Européenne pour être comme ils sont déjà, voilà. Donc bien que la Norvège ne fasse pas partie de l'Union Européenne, elle collabore étroitement avec l'UE dans la gestion des PFAS. En 2018, elle a lancé une étude nationale sur la contamination de l'air, des eaux, des sols, des produits alimentaires et des animaux sauvages. Bah oui, parce que moi, il y a un petit côté que j'aime pas chez eux, c'est quand même que c'était des exploiteurs de saumon. Et ils sont main dans la main avec, vous savez, ces espèces de salauds là, de Svalbard là, qui tuent des globicéphales, juste comme ça pour le plaisir, quoi. Bon, bref. C'est vrai que de ce point de vue-là, elles sont comme. Voilà, il y a quand même beaucoup à dire. Elle a instauré des régulations strictes. Le gouvernement a exigé l'élimination progressive des mousses contenant des PFAS, favorisant des alternatives plus sûres, et a lancé des programmes de nettoyage autour des aéroports militaires et civils. La Norvège s'est également jointe à l'Allemagne, aux Pays-Bas, au Danemark et à la Suède pour soutenir une interdiction complète des PFAS en Europe. Dans l'industrie pétrolière cruciale pour son économie, le pays a réduit l'usage des PFAS dans les applications offshore, notamment pour la protection contre la corrosion. Les entreprises ont été encouragées à adopter des technologies plus respectueuses de l'environnement. En 2023, des restrictions ont aussi été imposées sur les PFAS dans les emballages alimentaires, suivant l'exemple du Danemark. Donc voilà, si vous ne voulez pas avoir de cancer chelou ou autre, bah, je pense qu'il va falloir migrer au Danemark et en Norvège. C'est une bonne initiative, ce qu'ils font. On va voir si, courant 2025, il faudra du coup regarder jusqu'en 2027, si la France communique sur ce qu'elle fait comme effort par rapport à ça. J'espère que ce sera porté à l'Assemblée nationale, chez nous en France métropolitaine, comme quoi il y a des groupes à l'Assemblée qui vont travailler dans ce sens. J'alerte, ça fait 47 minutes que je parle, j'alerte sur le fait qu'on oublie souvent une chose, chacun en France, en métropole ou ailleurs d'ailleurs, a le droit, vous allez sur le site du Parlement, et vous contactez, il y a une boîte mail officielle, vous contactez le cabinet de votre député. Les députés, ce sont des personnes qui ont été mis là-bas de votre circonscription. Vous savez, quand il y a la législative, ça c'est fait pour ça. On est représenté par des gens qui se doivent d'écouter, de correspondre avec vous, de vous répondre. Si vous avez une inquiétude, je vous invite à faire comme j'ai fait, moi je le fais beaucoup pour les animaux maltraités, à constamment en fait envoyer des mails. Et là vous allez faire quoi? Et vous faites quoi? Et vous prenez quelle décision là? Et est-ce que vous allez porter notre voix sur ça? Et voilà, faut jamais arrêter. Il y en a qui vont répondre très mal, vraiment. Ça, à mon avis, on peut même l'exposer après sur des journaux si vous êtes courageux, etc. Il y en a d'autres qui font quand même plus attention au niveau de leur cabinet, qui disent, bah écoutez, nous, sur notre cabinet de monsieur un tel ou madame un tel qui est votre député, malheureusement, on n'est pas compétent, on ne travaille pas trop sur ça, on a déjà beaucoup à faire sur un autre groupe, parce qu'on fait partie d'un groupe à l'Assemblée nationale qui gère, par exemple, un autre problème, d'accord? Donc ils vont vous dire, bah, on va vous envoyer vers un de nos confrères, vous pouvez voilà, les contacter pour savoir si voilà, vous avez sûrement des données intéressantes à lui fournir, vous avez une requête, voilà. Donc je vous invite à contacter un petit mail, ça coûte pas rien, j'habite à tel endroit, je m'appelle comme ça, j'ai lu qu'il y avait ce problème-là des PFAS, qu'est-ce que vous comptez faire? Est-ce que la France va rejoindre surtout le Danemark et la Norvège sur les idées... On dirait presque un ice tea maintenant tellement il fait froid. Sur les idées en fait qui sont développées chez eux, parce que voilà, on a envie d'en savoir plus et on n'a pas envie d'être lésé. Mais bon, faut pas se faire d'illusions, on a un niveau d'élite entre guillemets politique chez nous qui est relativement bas quand même, hein, dans la moyenne européenne.
Alors je vais vous montrer maintenant la carte, faut le voir quand même, hein. Les points rouges, c'est les contaminations détectées, les points bleus, c'est les contaminations présumées. On voit qu'en Irlande, il y a quasiment que du point bleu, en Écosse, il y a que du point bleu ou presque, en Norvège, en tout cas le bas de la Norvège, il y a que du point bleu, quand il y en a, et sur les bords. En Espagne, il y a du bleu-rouge, en France, il y a surtout du rouge et un tiers de bleu, et en Allemagne, en fait, c'est en Allemagne, en Belgique, qu'est-ce que je vous dis comme bêtise, en Suisse et au Danemark, c'est que du rouge. En Suède, c'est du bleu un peu partout, quelques rouges. Et ensuite, il y en a de moins en moins, plus vous allez vers les pays de l'Est, qui sont en plus pauvres, donc moins d'industrie, donc moins de déchets tels qu'on pourrait le penser. Après, il y a des endroits très propres, Albanie, tout ce qui est Bosnie-Herzégovine, etc. Mais on voit pas le reste, donc je vais vous le montrer. Mais c'est une catastrophe, hein. Et la Corse a l'air d'être à peu près épargnée, il y a du contamination présumée. Euh, Ouais, et après, c'est trop petit pour voir. Il y a d'autres choses. Il y a marqué producteur de face, mais en fait, c'est trop petit. La qualité ne monte pas énormément. Donc je retire ma tasse et je vous le montre. Regardez-moi cette catastrophe, quoi. Hop là. Je pense que vous le voyez là. Voilà. Donc vous voyez dans quel état on est maintenant. Vous pouvez faire pause, hein. Vous voyez aussi que pour l'eau, ben, il y a de moins en moins d'endroits qui sont, je dirais, épargnés. Il y a le centre de la France ici, avec notamment des eaux telles que Volvic, que je vous conseille, et d'autres eaux de source qui sont sûres d'être prélevées dans le centre, c'est-à-dire dans tout ce qui va être Allier, Puy-de-Dôme. Là, vous avez des chances de ne pas trop avoir de saleté. Euh, le réseau a l'air d'être plus propre. Une partie aussi de la Normandie, notamment Seine-Maritime, le nord de la Seine-Maritime, une partie aussi un petit peu de la Somme, et puis bien entendu, bah, toutes les autres zones, elles sont contaminées complètement, notamment sur les bords. La région parisienne, c'est une horreur. Je parle même, ouais, la région parisienne, je crois que c'est le pire. Le bassin lyonnais, une partie de la Bretagne, Morbihan, on va dire, une partie de la Vendée, l'estuaire de la Loire, tout ce qui va être Hautes-Pyrénées, Pyrénées-Atlantiques, Côte d'Azur, tout ça, voilà, c'est de la folie furieuse. Et puis je vous fais même pas le dessin de l'Allemagne, quoi. Vous l'avez vu, le dessin de l'Allemagne, c'est une catastrophe. Voilà, l'Allemagne, la Belgique, disant qui étaient des pays qui donnaient voilà, la grande industrie, l'Allemagne. Voilà. Bref, de toute façon, je sais plus qui c'est qui disait ça, Honoré de Balzac. Je crois que c'est Asselineau qu'on a reparlé récemment qui disait derrière chaque grande fortune se cache un grand crime. L'Allemagne, Parangon, voilà, l'industrie, tout, bah, un grand crime, voilà, ça pollue, ça pollue, ça pollue, ça pollue, ça pollue, ça pollue, ça pollue. Et ça, par contre, personne n'en parle. La Dutch Qualitat. La Dutch Proutitat, oui, dans les sols. Bref. Bon, écoutez, ça fait trop longtemps que je parle. Je sais pas si ça vous a intéressé. Euh, En gros, il n'y a que les bocaux en verre, les crayons de bois où il n'y a pas de face, parce que même dans les livres, comme il y a du carton, il y en a. Parce qu'il y a un petit jeu à la fin. Dans les manteaux comme ça, il y en a. Dans les poils adhésifs, il y en a. Moi, j'ai une poêle adhésive que je change, et souvent, vous savez, ça commence à gratter. C'est de mauvaise qualité, vous avez le revêtement qui part. Je continue à me faire de la bouffe là-dedans. Ben, maintenant, c'est stop, en fait. Maintenant, c'est stop. Je me demande même si je vais pas essayer de m'intéresser auprès d'industriels pour savoir quitte à mettre un peu plus de matière grasse, oméga 3, vous ne prenez pas une poêle ou une casserole sans revêtement adhésif, quitte à être sûr de ne pas ingérer le moindre PFAS en fait. Parce que là maintenant je crois que c'est une quasi-certitude, comme l'ANES là, a dit que c'était cancérigène. Maintenant, alors c'était déjà dit depuis des années ces trucs-là, hein, mais il y a des gens qui vous disent à chaque fois « mais si on fait attention à tout, on fait plus rien », bah ouais, mais non en fait. C'est trop grave. Là maintenant, c'est trop grave. Entre l'eau polluée par les anciens biocides, entre les PFAS, on est dans un univers... Excusez-moi, ça fait un peu de bruit. On est dans un univers où il va falloir sauver sa peau, si vous voulez avoir quelques années de plus à vivre. Donc je vous tends la main et je vous invite à contacter un mail, ça vous coûte rien, ça vous coûte 2 minutes, vous questionnez de votre côté votre député. Plus nombreux on sera à le faire, ce truc-là, plus ils vont peut-être commencer à
parce que j'imagine qu'il y en a certains qui s'ennuient, étant donné qu'il y en a qui vont même pas à l'Assemblée nationale. Il y a des personnes qui ne viennent tellement jamais, vous savez, vous pointez. Donc eux, ils reçoivent des dividendes, des 5000 balles, des 8000 balles par mois, pour le fonctionnement de leur cabinet, ils viennent jamais. Ils viennent jamais peut-être par ennui, mais si on les met en fait, on les aide à avoir des sujets d'intérêt importants, peut-être qu'ils vont se dire, bon allez, je vais prendre le micro cette fois-ci, pour, voilà, je vais faire un petit papier de 2 minutes, et puis on va me donner la parole, et puis voilà, on va voir qui va pouvoir aller dans ce sens. On ne doit pas, je pense, baisser les bras de telle sorte qu'on se dise, bah allez, de toute façon, maintenant, c'est tellement la mafia chez eux qu'il n'y a plus rien à faire, moi j'ai aucune incidence envers mon gouvernement. Moi je suis désespéré aussi, mais j'essaye de me dire, c'est encore à ma portée, on me permet de le faire, alors je le fais. Si encore il y a un aspect d'ouverture démocratique là-dessus, même si on a l'impression qu'à titre individuel ça marche pas parce qu'on voit jamais le résultat de nos efforts, ben, qu'on se dise qu'on va chacun faire un petit bout. Comme ça, peut-être que ça va les réveiller. Donc moi, je vais envoyer un mail à ma députée, si c'est pas ce soir, ce sera demain, pour l'informer qu'il y a ce sujet, lui demander s'il y a déjà un travail à l'Assemblée à ce niveau-là. Eux ne le feront pas. J'ai remarqué en fait que de toute façon, les gens qui sont pas trop dans le besoin, qui n'ont pas de problème financier, ils peuvent s'acheter ce qu'ils veulent en fait, pour éviter de tomber malade. Mais les gens qui sont pauvres, bah, eux, ils bouffent que du sucre, du sel, des produits transformés, et puis voilà. Et puis ils continuent à boire l'eau du robinet comme je le fais, là, comme je le faisais les derniers mois sans mettre de filtre, etc., etc., etc. Donc, la santé, ça a un coût. Faut savoir où on met nos ronds, tout simplement. Donc voilà, je n'ai pas trop de conclusions à faire, j'espère que ça vous a quand même intéressé. Je vous souhaite une très bonne fin de journée, on se retrouve très vite pour quelque chose de plus gai ou je ne sais pas. A très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao.